Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de formation sur le thème répondre à un appel d'offres. Donc si vous êtes ici avec moi, c'est parce que vous avez pris la décision de vous lancer sur le marché public. En guise d'introduction, je vais vous annoncer quelques chiffres pour situer un peu ce qu'est le marché public. Par exemple, en France, il y a un tiers des entreprises qui ne répondent tout simplement pas aux appels d'offres. Alors pourquoi? J'imagine que vous avez tous votre petite idée. Pour ma part, c'est vrai que j'ai souvent les mêmes choses qui me reviennent aux oreilles. À savoir le marché public, c'est compliqué, je comprends pas le jargon, donc j'ai pas le temps ou j'ai pas le personnel pour le faire parce que moi l'informatique c'est compliqué, remplir les paperasses, j'aime pas ça, enfin voilà. Donc tout ça c'est les les raisons les plus fréquemment évoquées qui constituent vraiment enfin, les dirigeants perçoivent vraiment les marchés publics comme une réelle difficulté. Or, bon, c'est sûr qu'il y a, voilà, qu'il y a du vocabulaire à appréhender, euh, que ça prend un peu de temps, mais vous allez voir que si on met bien les choses en place, ça peut, enfin, on peut y répondre après plus facilement et plus rapidement, je dirais. C'est vrai que la plus grosse partie du travail, c'est répondre à son premier appel d'offres. Après, vous allez voir que vous allez avoir certains documents qui sont redondants. Donc une fois que vous les aurez préparés, voilà, vous n'aurez plus qu'à piocher. Pareil pour le mémoire technique. C'est vrai qu'il faut, on le verra plus tard, il faut vraiment adapter le mémoire technique à ce qu'on nous demande à l'appel d'offres. Faut pas sortir un copier-coller, mais vous allez voir que quand même il y a plusieurs rubriques qui vont quasiment pas changer dans votre mémoire. Voilà, faudra juste l'étoffer ou retirer des choses qui ne sont pas en lien avec l'appel d'offres. Donc voilà. Donc vous allez voir que c'est quand même assez abordable. Euh, Le marché public, autre chose. Le marché public, il se résume pas simplement aux faits juridiques. Vous allez voir que ça constitue aujourd'hui un réel levier économique et une réelle opportunité pour les petites, les moyennes et même je dirais les plus grandes entreprises de développer leur activité et leur chiffre d'affaires. Et je dirais même plus de sécuriser le chiffre d'affaires et de pérenniser, enfin d'avoir une vision quand même à plus long terme sur les finances de l'entreprise. Parce que vous allez voir par la suite que certaines formes, enfin certains types d'appels d'offres vont s'établir sur plusieurs années et donc ça permet de sécuriser entre guillemets le chiffre d'affaires sur cette période-là. Il faut aussi savoir, enfin c'est quelque chose qui est accessible, c'est pas réservé aux grandes entreprises. Certains pourraient se dire, voilà, moi j'ai une structure trop petite, c'est pas pour moi. Mais sachez que par exemple, si on reprend, alors moi les derniers chiffres que j'ai, c'est ceux de 2019, le montant de la commande publique, il atteint quand même 87,5 milliards d'euros. Donc c'est pas, enfin voilà, il y a une, enfin je veux dire enfin il y a le gâteau est tellement grand que voilà, moi je pars du principe que tout le monde ne peut est capable de prendre sa part plus ou moins grande du gâteau et que le secteur a été, par exemple pour l'année 2019, il y a eu une progression de plus de 11,6% par rapport à 2018. Donc c'est quelque chose qui est croissant et surtout là avec le plan de relance économique, la commande publique est largement favorisée. Euh,
c'est aussi quelque chose qui est de proximité. Je m'explique. 60% par exemple en 2019, 60% des 87,5 milliards d'euros ont été réalisés juste par les collectivités locales. Donc on parle de proximité. Donc voilà les grandes lignes du marché public pour introduire. Et donc on va ici voir plus concrètement, on va rentrer dans le vif du sujet en voyant vraiment en définissant. Voilà, on va définir ce qu'est vraiment un marché public. Donc un marché public, c'est le fait de passer un contrat, donc à titre onéreux, entre, on va distinguer l'acheteur, le public, vous allez aussi le trouver sous l'appellation donneur d'ordre, et l'opérateur économique, donc ça en fait c'est vous, hein, c'est l'entreprise. Donc en fonction de votre secteur d'activité, ça va être votre entreprise ou le fournisseur ou le prestataire de service, que vous soyez public ou privé. Et ce contrat va être conclu pour répondre aux besoins de l'acheteur, que ce soit donc soit en matière de travaux, soit pour un besoin de fourniture, ou soit pour un besoin de service. Voilà. Donc dans les donneurs d'ordre, qui sont les donneurs d'ordre? Qui sont les donneurs d'ordre? Voilà. Donc, qui sont les donneurs d'ordre? Ça peut être donc l'État. Donc l'État et ses établissements privés, donc soit les ministères, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat, ou les établissements publics de santé par exemple. Ça peut être aussi les collectivités territoriales, tout ce qui est région, département, commune, communauté de communes, enfin les agglomérations. Ça peut être aussi les établissements publics locaux comme les lycées, les collèges. Voilà. Il y a aussi, vous allez trouver des appels d'offres qui émanent d'entreprises publiques. Donc là, il s'agit d'entreprises qui sont sous l'influence dominante des pouvoirs publics. Donc elles opèrent, en général, ce sont les entreprises qu'on appelle sur le secteur des réseaux, donc tout ce qui est gaz, électricité, eau, également les réseaux de transport, les services postaux par exemple. Donc ça peut être les plus connus, ça va être EDF, la SNCF ou la Poste. Et vous avez aussi des entreprises qui sont privées, mais qui vont être soumises aux règles de la commande publique. C'est souvent celles qui répondent à un besoin d'intérêt général non commercial et qui ont des liens forts avec les pouvoirs publics. Donc ça peut être par exemple des sociétés qui participent entre autres à l'aménagement du territoire, comme les offices HLM, qui sont des structures privées ou publiques, hein, mais qui sont quand même soumises aux règles de la commande publique, parce qu'elles répondent effectivement à un besoin d'intérêt général qui est de loger la population. Et aussi, vous pouvez retrouver des appels d'offres qui vont être émises des associations. Et souvent, ça va être le cas des associations. Alors, elles sont également assimilées aux acheteurs publics parce que ça va être des associations qui vont, pour la moitié de leur budget annuel, être subventionnées. Donc elles sont entre guillemets dirigées par les acheteurs publics, donc elles se doivent de répondre aux exigences de la commande publique.
Et donc, pourquoi passer un marché public? Donc en fait, le marché public, il est régi par le code de la commande publique, qui impose aux acheteurs donc le recours à une procédure, hein. Donc c'est en fait c'est l'obligation, c'est sous-entendu l'obligation de publicité et de mise en concurrence en vue d'assurer deux objectifs. Et ces deux objectifs sont l'efficacité de la commande publique. Bien sûr, si on peut comparer les offres, il y a de fortes chances qu'on déniche un candidat qui sort du lot et qui soit plus efficace. Et la bonne utilisation des deniers publics, effectivement, en recevant plus d'offres, on peut comparer, les offres et en retenir la meilleure. Et également, ce code de la commande publique, il est aussi établi sur trois principes fondamentaux, qui est la liberté d'accès à la commande publique. Donc de par la publicité, on rend accessible l'avis d'appel à la concurrence, et qui peut être consulté par tout le monde. Et aussi, vous allez voir plus loin dans l'information que tout le monde peut se présenter, candidater. L'égalité des traitements des candidats, parce que vous allez avoir dans cet avis de publication les modalités de jugement de l'offre, en fait, comment va se faire la sélection, sur quels critères, etc. Et la transparence des procédures, parce que effectivement vous allez avoir un dossier où tout sera accessible, public, voilà, tout le monde peut obtenir ces procédures. Et donc, pourquoi existe-t-il différents types de procédures? Alors, on vient de le dire, hein, mais le code des marchés publics, il soumet l'acheteur aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Alors, les procédures, elles seront plus ou moins complexes en fonction du montant estimé du marché et du type de marché. Donc, ce qui soit de services ou de fournitures ou de travaux, on n'aura pas le même formalisme en fait. Donc on va distinguer trois grandes familles de procédures, donc en fonction du montant. Les achats, le montant estimé à moins de 40 000 euros vont être dits de gré à gré. Donc en fait, l'achat pourra être passé par l'acheteur public soit sans formalité préalable, donc c'est-à-dire sans obligation de publicité ni de mise en concurrence préalable, soit avec un minimum de formalisme, par exemple en effectuant une simple mise en concurrence directement auprès de plusieurs entreprises, par simple demande de devis par exemple. On appelle ça aussi la règle des 3 devis. C'est-à-dire qu'on peut l'entreprise, enfin l'acheteur peut de lui-même consulter, je sais pas moi, trois ou 5 entrepreneurs et demander directement, sans faire de publicité. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les marchés de gré à gré, et ça va être l'acheteur qui va fixer en fait ses propres règles. Ensuite, nous avons les marchés à procédure adaptée, donc aussi appelés MAPA, pour lesquels on va avoir un formalisme allégé. Donc ce sont des marchés dont les montants sont inférieurs au seuil réglementaire, et les modalités de déroulement seront ainsi fixées par l'acheteur public lui-même. Donc ils doivent tout de même respecter les principes fondamentaux du code des marchés publics, hein. Mais dans la pratique, ça implique notamment des montants moins élevés,
des délais de publicité et de consultation plus courts, et donc un formalisme allégé, et une opportunité peut-être de négociation. Voilà. Donc c'est pour ça que vous allez voir, quand vous allez faire vos recherches, qu'il va y avoir des appels d'offres qui vont être émis, par exemple le jour J, et qui vont être à répondre par exemple pendant 15 jours ou 3 semaines, au lieu des, souvent c'est quand même un mois voire 2 mois, le délai habituel. Et vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a pour certains appels d'offres, il y a des délais qui sont un petit peu plus restreints. Et nous avons aussi la dernière famille, la troisième famille, c'est les marchés lancés selon une procédure formalisée. Donc là, ça va répondre en tout point au code de la commande publique, hein. Donc ce sont des marchés dont les montants sont supérieurs au seuil réglementaire, et à contrario des MAPA, des procédures adaptées, les modalités de déroulement des procédures formalisées sont explicitement définies par le code des marchés publics. Et dans ces procédures formalisées, on a plusieurs types de procédures. Donc on a les appels d'offres ouverts. Donc c'est en fait, ils sont ouverts à n'importe quel candidat. C'est-à-dire que n'importe qui peut remettre une offre. On va avoir les appels d'offres restreints. Donc là, il va y avoir une présélection. Seuls les candidats qui ont été sélectionnés au cours de la première étape pourront remettre une offre. On a également la procédure négociée. Donc c'est une procédure permettant, après une phase de sélection, le cas échéant, d'engager des négociations entre l'acheteur public et le ou les candidats afin d'arriver au meilleur résultat. Donc là, il y a et sélection et négociation. On a également le dialogue compétitif, qui là, ça c'est plus particulier. C'est une procédure qui permet à l'issue d'une phase de sélection d'engager un dialogue en vue de développer une ou plusieurs solutions qui sont destinées à répondre aux besoins spécifiques de l'acheteur. Il y a d'autres types de procédures de ce genre, mais sont plus rares. Vous allez pouvoir voir des procédures de conception-réalisation, des concours aussi, des appels à concours, ou des systèmes d'acquisition dynamique, mais ça c'est beaucoup plus spécifique et plus rare. Quels sont les principaux types de marchés publics? Donc en fait, en fonction de la nature de l'achat et des budgets alloués, les marchés vont être répartis entre plusieurs. Il y a plusieurs types de marchés. On a les marchés ordinaires. Donc ça, ce sont des marchés qui vont être vraiment ponctuels et pour une opération bien spécifique. On a également les marchés à tranches. Donc ça, c'est quand l'étendue du besoin, il n'est pas tout à fait arrêté lors du lancement du marché. Donc pour diverses raisons économiques ou techniques ou financières, hein, ça peut être aussi technique. On ne sait pas encore comment on va procéder dans l'intégralité de l'opération, et donc il est possible de passer un marché fractionné. C'est ce qu'on appelle des tranches. Il y a aussi on peut aussi trouver des tranches conditionnelles, soumises à conditions. Et donc ces marchés, ils comportent une tranche ferme qui doit obligatoirement se réaliser. Ça c'est certain que cette tranche sera faite. Et il peut avoir une ou plusieurs tranches qui seront conditionnelles, donc qui seront soumis que la personne publique pourra engager si elle le souhaite. Mais rien de sûr, rien d'obligatoire.
Ensuite, on a les marchés à l'eau. Donc là, c'est quand on peut décomposer la prestation. Donc, par exemple, on voit souvent ça dans les marchés de travaux, quand il y a par exemple une construction d'un complexe immobilier, vous avez le lot gros œuvres, vous avez le lot peinture, vous avez le lot électricité, etc., etc. Donc ça c'est divisé en lots, et donc une entreprise peut répondre à un ou plusieurs lots. Et chaque lot est considéré comme un marché et donc un contrat spécifique. Vous avez ensuite les accords cadres. Donc là, ce sont des commandes de prestations et de fournitures de travaux prédéfinies au fur et à mesure du besoin réel de l'acheteur. Donc ça, je vais un petit peu plus détailler parce que c'est quand même assez fréquent. Donc en fait, je dirais que c'est un instrument de planification et d'assouplissement de la commande publique. Donc l'accord cadre, c'est un contrat par lequel l'acheteur public s'engage à passer des marchés auprès du ou des titulaires de l'accord pendant une période donnée, et au fur et à mesure de ses besoins pour les prestations bien précises. L'accord cadre, il répond au même principe de sélection qu'un marché public ordinaire. Il fait donc l'objet de la publicité, de façon à informer les entreprises du lancement de la procédure. Et l'acheteur met à disposition le dossier de consultation, qui comporte le cahier des charges et le règlement. Et les entreprises intéressées remettent le dossier de candidature à l'acheteur qui va lui du coup attribuer l'accord cadre, pardon. Donc à une ou plusieurs entreprises, selon qu'ils soient mono-attributaires ou multi-attributaires, ayant présenté là où les meilleures offres en fait. Donc en fait, l'accord cadre à bon de commande, c'est celui qui est le plus simple et le plus courant et qui s'approche de la procédure du marché public classique. La procédure, elle se déroule en un seul temps, contrairement à l'accord cadre à marché subséquent, dont la procédure se déroule en 2 temps. Donc ça, je vais détailler. Donc l'accord cadre à bon de commande, l'ensemble des prestations attendues par l'acheteur, ils sont définis dans le cahier des charges. L'offre que vous allez remettre, elle va déterminer entre autres le prix que vous proposez à l'acheteur en contrepartie des prestations qu'il a demandées. Et très souvent, il va s'agir de prix unitaires. Donc ça va être entre guillemets un espèce de catalogue de prix. Donc ça va pas être vous n'allez pas remettre une offre pour l'ensemble, mais vous allez remettre plutôt un catalogue de prix entre guillemets. Et donc vous allez renseigner pour ça souvent ce qui est joint au dossier, c'est le bordereau de prix unitaire, le BPU. Donc qui va contenir donc toute la liste toute la liste des prestations ou fournitures qui vont être attendues à un moment ou à un autre du marché par l'acheteur, et en face de chacune d'elles, vous allez vous engager sur un prix. En complément du bordereau de prix unitaire, l'acheteur vous demandera fréquemment ce qu'il appelle un détail quantitatif estimatif. Donc ça c'est un DQE, et ça c'est une espèce de devis estimatif. Donc selon qui va s'appuyer sur les quantités qu'il prévoit, mais qui ne sont pas contractuelles.
Voilà. Donc vous allez reporter les prix unitaires inscrits dans votre BPU que vous allez multiplier par les quantités estimées par l'acheteur. Et c'est donc sur cette offre-là, sur cette base que le prix de votre offre sera jugé en fait. Le détail quantitatif estimatif, il va donc permettre à l'acheteur de disposer d'un devis il va pouvoir à ce moment-là, comparer par rapport aux autres offres les autres offres des autres candidats qu'il va recevoir. Donc, en fait, comme je disais, les quantités qui vont être inscrites dans le règlement de consultation, ils vont pas être contractuels. L'acheteur va peut-être vous demander de chiffrer pour, je sais pas moi, 100 heures de surveillance, il ne pourra vous en facturer, par exemple, s'il en a besoin que de 50, il vous en facturera 50 et vous n'aurez aucun recours. Mais il a tout de même vraiment tout intérêt à estimer correctement pour vérifier qu'il dispose bien du budget suffisant, parce que effectivement si il vous demande une offre, lui il a un budget à respecter, et donc s'il prend la décision, par exemple, il vous demande de chiffrer 100 heures de surveillance en sécurité, et qu'au final il se retrouve à vous demander 200 heures, son budget va être doublé, ça va pas être respecté. Donc en général, vous pouvez quand même vous appuyer, les chiffres sont réels, se rapprochent de la réalité et de ce qui va vous être demandé en fait. Vous pouvez être assuré à ce niveau-là. La plupart du temps, l'accord cadre à bon de commande, il est quand même souvent monoattributaire, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule entreprise ou un groupement d'entreprises éventuellement qui va être en charge de l'exécution des bons de commande. Ça va être ça va être plus simple quand même pour le donneur d'ordre, mais il arrive quand même que ce soit multi-attributaire. Par exemple, 3 entreprises ou groupements d'entreprises vont être sélectionnés pour exécuter l'accord cadre et seront destinataires des bons de commande. Les bons de commande seront alors émis envers les différentes entreprises. Ça peut être selon les règles définies au règlement de consultation. L'acheteur peut prévoir par exemple que les bons de commande soient émis à tour de rôle. Donc le premier bon de commande est adressé par exemple à l'entreprise A, le deuxième bon de commande à l'entreprise B, et le troisième à l'entreprise C, et le quatrième à nouveau à l'entreprise A, et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est vrai que ça peut être en cas de défaut d'une entreprise, l'acheteur a quand même 2 autres entreprises vers qui se tourner, s'appuyer en fait. Il y a d'autres règles qui peuvent être aussi imposées par l'acheteur et que vous pouvez prendre connaissance dans les documents de consultation. S'il peut y avoir plusieurs attributaires, par exemple, il n'y a pas de remise en concurrence entre eux, ou de négociation préalable à l'émission des bons de commande. Voilà, vous savez que vous êtes, par exemple, à les 3 entreprises, ça va être à tour de rôle, mais vous n'allez pas à chaque bon de commande être remis en concurrence. Il n'y a pas dans les accords cadres à bon de commande, il n'y a pas ce type de configuration possible. Donc pour résumer, les accords cadres à bon de commande, ils permettent aux acheteurs de commander des prestations, des fournitures, de travaux prédéfinis au fur et à mesure de leurs besoins, mais vraiment les besoins réels, et ils sont souvent en fait utilisés pour des achats récurrents, comme par exemple des fournitures de bureau ou des prestations de traiteurs ou des prestations de nettoyage par exemple. Ça c'était pour les accords cadres à bon de commande qui sont vraiment très très fréquents. Ensuite on a les accords cadres à marché subséquent.
Donc là, contrairement à l'accord cadre à bon de commande, le marché, l'accord cadre à marché subséquent, il ne définit pas dès le départ le détail des prestations attendues, ni même du prix convenu. Il détermine juste le cadre et le périmètre d'intervention, mais l'ensemble des conditions contractuelles, ils sont définis plus tard dans ce qu'on appelle les marchés subséquents. Alors ces marchés, ces accords cadres à marché subséquent peuvent être monoattributaires, mais ils sont quand même à majorité beaucoup plus souvent multi-attributaires. Et c'est cette seconde option qui permet justement à l'acheteur d'obtenir les offres au meilleur rapport qualité-prix, puisque la caractéristique principale de ce type d'accord cadre, c'est qu'il engendre toujours une remise en concurrence entre les attributaires, contrairement aux accords cadres à bon de commande. Donc il s'agit donc d'une procédure en 2 étapes. Dans un premier temps, pour la sélection des entreprises titulaires de l'accord cadre, ici par exemple, s'il y a 6 entreprises qui répondent, les trois entreprises ayant présenté la meilleure offre seront sélectionnées et ils vont signer l'accord cadre. Mais dans un deuxième temps, lorsque l'acheteur aura clairement défini le besoin précis du marché subséquent et qu'il est en capacité de fournir vraiment un cahier des charges complet, qui remettra d'ailleurs aux 3 entreprises attributaires, il va pouvoir les remettre en concurrence. Donc chacune des entreprises présentera une offre et le marché sera donc attribué à l'entreprise qui présentera la meilleure offre naturellement. Et donc à chaque fois que l'acheteur va avoir un nouveau besoin qui apparaît, il y aura une nouvelle remise en concurrence de ces 3 entreprises. Donc c'est pas dit que vous soyez attributaire, mais que vous ayez, vous pouvez être attributaire, mais pas certain d'avoir le marché en question. Si à chaque fois ce sont vos camarades qui passent devant vous, vous vous retrouvez un peu le bec dans l'eau, j'oserais dire. C'est un peu le désavantage de ce type de procédure. Ce type d'accord cadre, il est souvent utilisé dans le domaine de la communication ou de l'événementiel, par exemple. Si on prend une commune qui souhaite lancer une procédure de marché pour organiser, par exemple, je sais pas moi, 2 événements par an sur les 3 ans, par exemple, je sais pas moi, le 14 juillet et Noël, par exemple. Elle peut difficilement avoir recours à un marché public ordinaire qui obligerait l'acheteur, dès aujourd'hui, à définir vraiment toutes les prestations attendues sur les 3 prochaines années. C'est pas envisageable. Donc elle peut difficilement avoir une bonne visibilité sur les manifestations à organiser. Elle peut l'avoir sur la première année, mais sur les 3 c'est compliqué. Donc c'est pour ça que c'est souvent utilisé dans ce domaine-là en fait. Donc ça quand même. Alors on voit quand même qu'il y a, notamment avec le marché subséquent, qu'il y a pas mal d'inconvénients, mais l'accord cadre est quand même un marché avantageux. Pourquoi? Parce que il est souvent conclu quand même pour une période longue par rapport au marché public ordinaire qui est vraiment ponctuel et spécifique. Vous allez avoir je sais pas moi, une rénovation de maison à faire. Là vous allez vraiment qui va vous prendre, je sais pas moi, quelques semaines voire quelques mois. Là vous allez quand même avoir une période plus longue. Vous allez avoir un potentiel chiffre d'affaires qui va s'écouler, en général c'est sur 3 ans.
Mais on peut aussi en trouver pour 4 ans. C'est plus rare, mais souvent c'est 3 ans. Donc l'autre avantage aussi, c'est que durant ces 3 ou 4 années, ça vous permet quand même de nouer une relation à long terme avec le client qui est public. Autre avantage, les accords cadres peuvent être également sortis d'un minimum et ou d'un maximum. C'est-à-dire que l'acheteur n'en a pas l'obligation, mais encore une fois, il a intérêt, il en a tout intérêt afin d'obtenir les offres les plus compétitives. Donc quand l'acheteur fixe un minimum, il est vraiment engagé à hauteur de ce minimum. Ça vous donne donc vraiment une visibilité sur le chiffre d'affaires attendu pour ce client. Et d'ailleurs, s'il ne respecte pas son engagement de minimum, il devra vous indemniser. Et à contrario, si l'acheteur il a fixé un maximum, il pourra pas aller au-delà de ce maximum. Donc si vous remportez un accord cadre de 4 ans avec un minimum par exemple de 15 000 euros par an, vous avez un chiffre d'affaires de 60 000 euros de garantie pour les 4 prochaines années, ce qui est pas négligeable. Voilà. Et dernier point, il se peut aussi que l'acheteur n'a pas prévu de passer de marché en dehors de l'accord cadre pour les prestations décrites dans le cahier des charges, ce qui arrive fréquemment. Et alors là, vous bénéficiez, d'un droit d'exclusivité pour toute sa durée. C'est pas négligeable non plus, ça peut être des petites commandes de supplémentaires. Voilà pour les accords cadres. Je pense que c'était bien de détailler parce que c'est vraiment quelque chose de, vous pouvez vous en rendre compte d'assez intéressant, on va dire, et qui est quand même assez courant. Passons maintenant aux conditions de publicité. Donc, on a vu précédemment que le marché public impose des règles de procédure et également de publicité. Donc, d'une part, l'acheteur doit se conformer à la procédure déterminée en fonction de la valeur de l'achat et de son objet. Et d'autre part, il doit aussi appliquer les règles de publicité, donc qui elles varient aussi en fonction de l'acheteur, de la valeur estimée et de l'objet de l'achat. Donc on a ici un tableau récapitulatif de ces montants, à savoir aussi que seuls les marchés ayant une valeur de plus de 40 000 euros sont concernés depuis le 1er janvier 2020. Donc tout ce qui est en dessous, l'acheteur est libre de faire ce qu'il souhaite. À partir du moment où la valeur atteint 40 000 euros, là il doit se conformer aux règles prescrites. Alors, pour faire simple, on voit dans le tableau que les règles de publication, elles vont varier en fonction donc des montants, du type de travaux, et donc vous allez avoir des supports de publicité différents imposés. Donc l'intérêt du tableau est de connaître ces seuils de publication. Ça va vous donner une indication sur le montant maximal de votre offre. C'est-à-dire en fonction de l'endroit et de la nature des travaux, vous allez déterminer que, par exemple, voilà, je vais répondre ici en procédure adaptée pour un marché de fourniture et de services. Mon offre ne devra pas excéder 89 999,99 €. Sinon, entre guillemets, je suis un peu hors sujet et je serai éliminée. Tout le travail que j'ai réalisé pour répondre à cet appel d'offres n'aura servi à rien puisque voilà, vous n'aurez pas respecté les seuils. Voilà, c'est une
petite, un petit rappel, mais qui est bien d'avoir en tête lorsque vous rédigez votre offre de prix surtout. Donc les principaux vecteurs de publicité sont, donc vous voyez le BOMP, donc le bulletin officiel des annonces de marché public. Vous avez également le JAL, les journaux d'annonces légales, pardon, et le JOU. Le JOU, c'est le journal officiel de l'Union européenne. Donc le BOMP étant le site national, c'est sur ce site que vous retrouvez toutes les procédures formalisées qui doivent obligatoirement figurer. Donc ça c'est un choix judicieux pour aller chercher vos appels d'offres. Qui peut répondre à un appel d'offres? Alors, tout le monde. Toute personne morale ou physique, publique ou privée, quel que soit son statut, donc qu'elle soit en société, entrepreneur individuel, association, quelle que soit sa forme, sa taille, son expérience, dès lors que son activité est bien entendu en rapport avec l'objet du marché. Néanmoins, il existe quelques restrictions. La première n'étant pas une restriction, les marchés publics qui sont ouverts aux opérateurs économiques français et à ceux de l'Union européenne et ainsi que les États signataires des accords internationaux. Donc c'est pas vraiment une restriction. Il y a tout de même des conditions qui sont parfois imposées. Ça, vous les trouvez dans le règlement de consultation. Par exemple, certains marchés peuvent être réservés à des organismes qui emploient par exemple 50% de travailleurs handicapés ou défavorisés, ou il est également possible d'avoir des exigences en termes de chiffre d'affaires. Il est vrai qu'en général, on demande les acheteurs demandent de respecter que le montant du marché estimé n'excède pas un tiers du chiffre d'affaires annuel du candidat. On peut avoir aussi des conditions en termes d'effectifs ou autres. Il y a également une interdiction de soumissionner. Certaines condamnations pénales peuvent entraîner ça en fait. Ça concerne par exemple les personnes qui ont été condamnées depuis moins de 5 ans pour de la corruption ou de l'escroquerie ou de l'abus de confiance, travail dissimulé, etc. Il existe aussi des impossibilités dues à la situation du candidat, notamment en termes de fiscalité. Le candidat doit être à jour de ses obligations fiscales et sociales. En cas de mise en liquidation judiciaire ou redressement judiciaire, là aussi il peut y avoir des particularités. Mais en général, les candidats n'ont pas à fournir les pièces permettant de justifier tout ça. Il y a une simple déclaration sur l'honneur qui est très fréquemment demandée, dont on parlera plus en détail dans la suite de la formation. L'appel d'offres est-elle une réelle opportunité pour l'entreprise ? Donc effectivement, il est nécessaire d'analyser les pièces du dossier de consultation qui doit pouvoir mettre en lumière les réponses à certaines questions qui sont pour moi primordiales avant de se lancer dans
dans la réponse aux appels d'offres. Et donc parmi ces questions, l'entreprise est-elle en capacité de répondre? Quand j'entends par capacité, c'est en termes de délai, de critères de jugement des offres et également de compétitivité. Donc le délai, est-ce que le délai de remise des offres est-il suffisant pour préparer ma réponse? Y a-t-il, là c'est important de parcourir le document de consultation et les choses qui vous sont demandées, car il y a des éléments de réponse qui parfois demandent un certain temps et un certain investissement significatif. Par exemple des esquisses ou des maquettes. Donc ça c'est vraiment à regarder rapidement. Les critères de jugement des offres. Est-ce qu'ils me permettent de porter une réponse satisfaisante en termes de rapport qualité-prix? Voyez les critères sur lesquels va se baser l'acheteur et voir si vous pouvez tirer votre épingle du jeu. La compétitivité, donc ça va être plutôt au regard du poids du critère prix par rapport à la localisation des prestations. Est-ce que ça va avoir un impact sur la proposition financière de votre offre? C'est-à-dire que est-ce que le secteur géographique n'est pas trop éloigné de votre secteur de prédilection, ou il y a peut-être d'autres choses qui entrent dans ce thème-là et pour lesquelles il faut vérifier au préalable. L'entreprise dispose-t-elle des compétences pour y répondre? Donc là, il faut se rapprocher du cahier des charges et des clauses. Donc après la lecture, il faut se pencher sur le besoin de l'acheteur. Donc j'entends par là le besoin de l'acheteur, est-ce qu'il correspond vraiment à mon savoir-faire et à la capacité professionnelle de mon entreprise? Est-ce que c'est vraiment mon secteur de prédilection? Le volume des prestations, est-ce qu'il correspond à la taille et à la capacité technique et financière de mon entreprise? Les contraintes fixées avec les délais notamment, est-ce qu'il va y avoir des pénalités possibles? Est-ce qu'elles sont compatibles avec la capacité technique et le plan de charge de mon entreprise? Les exigences et les formalités. Est-ce qu'il c'est pas trop exigeant au regard de ce que j'ai l'habitude de faire? Voilà. Est-ce que je vais devoir faire appel à un sous-traitant ou à un co-traitant? Voilà, ça ce sont des questions à se poser. Ou rechercher un appel d'offres. Donc là, il est important, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais de cibler la tranche du montant du marché recherché. Et surtout en respectant la règle du tiers. C'est-à-dire qu'en général, le montant total du marché ou du lot candidaté ne doit pas excéder un tiers de votre chiffre d'affaires annuel. Dans certains règlements de consultation, c'est imposé, mais effectivement, il y a ce principe qui est quand même assez courant. Donc, pour les marchés de moins de 40 000 euros. Donc, si vous êtes notamment indépendant ou artisan et que vous travaillez dans une petite entreprise, vous allez sûrement être très intéressé par des marchés de quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros. Donc ces marchés, on l'a dit tout à l'heure, ne font pas toujours l'objet d'une publication sur un site ou un journal local, mais les acheteurs publics peuvent se contenter de vous consulter directement, consulter directement les entreprises, une ou plusieurs par mail, souvent elles envoient ça par mail, elles demandent de leur établir une offre, et c'est en général assez simple pour eux d'appliquer ça pour eux, et donc
c'est ce qu'ils font généralement, et ils appliquent en quelque sorte la règle des 3 devis. Voilà, donc ça 40 000 euros, ça peut être une belle somme, donc c'est pas négligeable. N'hésitez pas à vous faire connaître, à vous présenter auprès de ces collectivités, quoi, les personnes, enfin les élus locaux, les chefs de service en charge de votre secteur d'activité, etc. Si vous n'avez pas le temps, envoyez-leur ne serait-ce qu'une petite brochure, une plaquette par courrier. Ce sera toujours mieux que rien. Sinon, vous pouvez trouver ces annonces-là, ces marchés-là dans le journal local. Pour les marchés entre 40 000 et 90 000 euros, les acheteurs publics en général, ils utilisent ce qu'on appelle un profil d'acheteur. Donc ça, c'est un site internet où ils mettent à disposition les documents de la consultation et où ils déposent leur offre en fait. Et en fait, ça c'est souvent une recherche sur internet. Par exemple, si vous cherchez si vous êtes dans le domaine du BTP, vous pouvez très bien vous inscrire sur les sites des promoteurs immobiliers, par exemple, et créer des alertes. Il y a également des sites de profil d'acheteurs mutualisés, c'est-à-dire que ça fonctionne souvent pour la région. Par exemple, si vous êtes en Bretagne, vous pouvez vous connecter à la plateforme Mégalis. Donc là, vous allez avoir vraiment tous les marchés publics du secteur de la Bretagne. Vous avez aussi Maximilien pour l'Île-de-France et par exemple Bourgogne pour la Franche-Comté. Enfin, là vous allez avoir une liste complète avec tous les liens cliquables dans la suite de la formation. Et l'État, lui, par contre, il publie sur marchépublic.gouv.fr. Donc là, vous retrouvez tous les marchés de l'État. Pour les marchés de plus de 90 000 euros, vous avez les informations au BOMP et au JAL. Donc ça, c'est une obligation. C'est soit l'un, enfin les marchés doivent être publiés soit sur l'un, soit sur l'autre. Alors si vous estimez qu'un marché de 90 000 euros c'est trop élevé pour vous, je vous invite tout de même à pas négliger ces supports parce que ce montant peut être alloti si vous voulez. Peut-être que le marché porte sur 90 000 euros, mais si vous recherchez juste le lot peinture, il sera pas d'un montant de 90 000 euros. Voilà. Et pareil, si c'est des prestations, ça peut être aussi des prestations de services qui peuvent être étalées sur plusieurs années, comme dans les accords cadres. Ensuite, pour les gros marchés, je vais un peu vite. Les gros marchés, ça va être le BOMP et le JOU. Donc là, c'est pour des marchés qui dépassent souvent les 200 000 euros. Donc ça, c'est aussi une obligation de publier sur l'un et sur l'autre. Vous avez également des sites internet privés qui existent et qui vous proposent sur certains c'est gratuit, vous avez certaines options gratuites, d'autres ça va devenir payant, où ils vous proposent des options pour des facilités de recherche et d'alerte.
mais vous pouvez aussi tout à fait faire vos recherches de manière gratuite, puisque le code du marché public impose l'accessibilité et la publicité de ces appels d'offres. Alors, les précieuses informations de l'avis d'appel d'offres public à la concurrence AAPC. Donc, il est vrai qu'une première lecture de l'avis de marché permet de savoir s'il est utile ou non de retirer les dossiers de consultation ou pas. Donc, l'avis, c'est vraiment le document succinct que vous allez trouver quand vous allez rechercher une offre. Souvent, c'est une seule page A4 sur laquelle vous allez trouver donc les coordonnées de l'acheteur, donc et les lieux aussi d'exécution, donc le périmètre géographique. C'est important si vous connaissez déjà l'acheteur, que vous avez des affinités, ou alors si vous vous rendez compte que le périmètre n'est pas adapté. Vous avez l'objet du marché. Vous avez l'information de savoir s'il est alloti ou pas, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si le marché est le montant est trop conséquent, vous pouvez voir qu'il y a, vous allez pouvoir vous rendre compte si il est possible, s'il est alloti ou pas. Vous avez la procédure utilisée, donc avec un degré plus ou moins d'exigence et de formalité administrative à fournir. Savoir s'il va y avoir une négociation ou pas, et vous allez pouvoir aussi du coup déduire le montant du marché à ne pas excéder. Vous allez retrouver les contraintes particulières qui pourraient vous empêcher de répondre. Par exemple, c'est fréquent qu'il est demandé de procéder à une visite préalable obligatoire. Donc souvent il y a une date imposée. Si la date est dépassée et que la visite est obligatoire, c'est pas la peine d'aller plus loin. Vous n'allez pas remplir, vous n'allez pas pouvoir fournir ce certificat de visite, et donc vous allez être automatiquement éliminé de la procédure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les contraintes particulières éventuelles. On a la consistance du marché et l'estimation éventuelle. Vous avez aussi retrouvé les critères d'attribution du marché. Donc là aussi, ça peut être bien d'y jeter un petit coup d'œil pour voir comment vous allez être jugé. Si vous trouvez que les critères de jugement sont trop exigeants ou trop stricts, et que ou si vous hésitez entre deux appels d'offres et vous constatez que l'un est plus est moins exigeant, vous allez du coup probablement vous orienter sur cette option-là. Et vous allez aussi trouver la date limite de réception des candidatures et des offres. Donc ça, très important, savoir si vous allez avoir le temps d'y répondre ou pas. Et donc ça vous donne quand même une bonne vision de ce qui vous attend, et de savoir si vous entamez le processus de télécharger le dossier complet ou pas. Quelles sont les pièces qui vont constituer le dossier de consultation? Donc si vous le téléchargez, vous allez trouver un tas de documents avec des noms un peu bizarres, mais rassurez-vous, on va décortiquer tout ça et ça ira beaucoup mieux. Donc ce dossier, ça regroupe vraiment toutes les pièces, toutes les exigences, les besoins de l'acheteur. Et vous allez trouver la pièce la plus importante, ça va être le règlement de consultation.
Alors, dans ce règlement de consultation, c'est le document qui fixe entre guillemets les règles du jeu. Moi, j'aime bien l'appeler comme ça, les règles du jeu, pour répondre au marché. Alors, il est pas contractuel, il est facultatif. Il est probable que, mais c'est quand même assez rare, que vous n'en ayez pas. Souvent, quand vous n'en avez pas, c'est que c'est quand c'est pour les marchés inférieurs à 40 000 €, quand les acheteurs vous consultent directement. Ils ne s'embêtent pas à rédiger ce document ce règlement de consultation. Donc si vous n'en trouvez pas, n'ayez crainte, c'est possible. Mais en tout cas, il est bien utile parce que c'est vraiment là où vous allez retrouver vraiment toutes les euh, toutes les caractéristiques en fait de la procédure. Donc il va avoir la date limite des plis, les caractéristiques de fractionnement, etc., le type de procédure, si vous avez besoin d'une signature électronique ou pas, si vous êtes autorisé à fournir des variantes ou des options, est-ce que vous pouvez prendre un sous-traitant, les critères d'attribution du marché, enfin voilà, plein de choses. Vraiment, ça c'est le document pilier de la réponse à l'appel d'offres. Ensuite, vous allez trouver l'acte d'engagement, souvent nommé en fichier AE. Donc ça, c'est entre guillemets, c'est le contrat. C'est le document contractuel dans lequel le candidat à un marché il présente son offre et il s'engage à se conformer aux clauses du cahier des charges et à respecter le prix qu'il propose. Donc, il se peut qu'il soit fourni par l'acheteur, et s'il n'y a pas d'acte d'engagement, on utilisera le formulaire type, on va dire, qui s'appelle ATRI 1, mais ça vous le verrez plus tard dans la formation. Vous allez aussi retrouver dans ce dossier un document, les pièces de prix, hein, ce qu'on avait déjà évoqué tout à l'heure avec le BPU, bordereau de prix unitaire, détail quantitatif estimatif, et aussi le DPGF, qui veut dire décomposition du prix global et forfaitaire. Voilà, donc ça c'est des documents pour établir votre offre. On le verra aussi en détail dans la suite de la formation. Vous avez le cahier des clauses administratives particulières, CCAP. Donc là, vous avez vraiment le process de A à Z de tout ce dont à quoi vous pouvez vous attendre au niveau administratif. Donc aussi bien dans l'exécution des prestations, les bons de commande, la facturation, enfin voilà. C'est vraiment tout ce qui est administratif, ça va être dans ce document-là. Vous allez également retrouver son équivalent en technique, le cahier des clauses techniques particulières. Donc là, c'est pareil, c'est un document contractuel qui définit les conditions techniques d'exécution des prestations. Donc là, bien aussi étudier avant d'établir votre offre. Parce qu'il y a des exigences, tout ce qui est normes, etc., exigences, ça va être décrit dans ce cahier. Et vous avez après, en fonction de l'offre, des autres pièces. Donc ça peut être des plans, des plannings, donc les formulaires types qui sont pas systématiquement mis, mais ça je vous les joins aussi en annexe de la formation, mais ils peuvent être éventuellement fournis et pré-remplis des fois par l'acheteur. Et alors ça se fait de plus en plus. Quand on vous demande pas un mémoire technique, on peut vous demander tout simplement de répondre au cadre de réponse éventuel. Donc ça c'est
c'est vraiment, vous allez voir, ça se présente comme un questionnaire bien ciblé, vraiment sur des questions, les questions de l'acheteur, des points précis sur lesquels il veut vraiment avoir des éclaircissements. Enfin, savoir comment vous allez procéder bien précisément sur ces points-là. Donc ça, c'est très très pratique pour ceux qui n'aiment pas rédiger un mémoire technique. Ensuite, un petit peu de méthode. On va aborder l'importance d'organiser sa réponse. Donc effectivement, pour constituer un dossier d'une telle ampleur, c'est vrai qu'il y en a des plus ou moins conséquents. Je recommande fortement de mettre en place une certaine organisation ou une routine en fait, afin de rendre sereinement le dossier complet et dans le délai imposé. Vous allez voir, c'est très simple, hein, il suffit de suivre quand même une certaine chronologie dans les étapes. Donc on le verra en détail aussi par la suite, hein, mais dans la formation, vous allez voir que dans un premier temps, on va, grâce au règlement de consultation, on va lister et rassembler toutes les pièces comme c'est demandé dans le règlement de consultation. Donc là aussi, dès le départ, vous allez tout mettre dans un dossier aussi bien physique que... Enfin, je vous conseille de mettre aussi bien physique que informatique. Toutes ces pièces, vous allez voir que ce sont pour la plupart des documents récurrents. On va vous les demander presque à chaque réponse. Donc une fois que vous les avez rassemblés, voilà, la moitié du travail pour les autres réponses est faite. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de remplir les formulaires de candidature. Donc là, remplir les candidatures. Donc c'est tout ce qui est, vous verrez en détail, DC1, DC2, DC4. Donc c'est en fait la déclaration du candidat, vos informations administratives, déclaration du sous-traitant, etc. Ça aussi, une fois que c'est fait, il y a vos informations, je veux dire l'adresse de l'entreprise, etc. Tout ça, ça change pas. Donc il y a une partie de travail qui sera fait pour les prochaines réponses. Donc rédiger, constituer le dossier le dossier, ou encore avant on appelait ça des enveloppes. Maintenant c'est dématérialisé, mais c'est encore utilisé ce terme, ou enveloppe. Donc candidature. Donc avec tout ce qui se rapporte à la présentation administrative du candidat, donc DC1, DC2, DC4, et la même chose pour le dossier offre. Vous allez voir, souvent on distingue bien les deux choses, candidature administrative, et l'offre, ça va être vraiment tout ce qui est offre de prix, offre technique, etc. Donc, et l'acte d'engagement en fait partie, donc tout ce qui est prix, bordereau de prix. Ensuite, je vous conseille d'établir dans la foulée le plan de rédaction de votre mémoire technique, pour la simple et bonne raison que vous viendrez de passer en revue tout les cahiers des charges, des clauses, etc. et que vous aurez bien en tête aussi les critères de jugement. Et donc, vous allez avoir bien en tête tous les éléments que souhaite l'acheteur en fait. Donc vous allez, le but du mémoire technique, c'est de lui démontrer que vous êtes capable et le candidat idéal pour ce dont il a besoin. Donc voilà, en ayant ces éléments fraîchement en tête, vous allez pouvoir rapidement les organiser et les mettre sur papier. Et puis la dernière étape, ça va être de déposer votre offre et éventuellement d'en faire une copie de sauvegarde. Donc ça, c'est vraiment les grandes étapes qu'on va détailler juste après. Tout de même, un petit mot sur la signature électronique. Donc dans le cas où la signature électronique est demandée par l'acheteur, c'est pas toujours le cas, hein. C'est même quand même pas très rare, mais en général, l'acheteur se propose de rematérialiser, enfin si vous êtes retenu, de rematérialiser le dossier, c'est-à-dire de l'imprimer et de vous convoquer dans ses locaux afin de signer manuellement
tous les documents. Souvent, ça se passe comme ça. Après, effectivement, si le certificat de signature est imposé, là, il y a quand même quelques précautions à prendre, et donc il faut, et c'est primordial de s'assurer que si vous en avez un, tant mieux, vérifiez s'il est encore valide. Si vous n'en avez pas et que vous voulez en acquérir un, qu'il soit surtout conforme au référentiel général de sécurité. Il existe des normes. Tous les certificats de signature ne sont pas adaptés pour la réponse au marché public. Donc attention lorsque vous en faites l'acquisition. Également, attention au temps. Selon le fournisseur, ça peut prendre un délai plus ou moins important à prendre en compte, et qui soit délivré au nom de la personne qui a le pouvoir d'engager la société. Donc, il peut être obtenu, si vous n'en avez pas, auprès du tribunal de commerce, près de chez vous, ou alors, là le délai est quand même assez... Le délai est quand même plus long que si vous passez par Chambersign. Chambersign a l'avantage, donc c'est très simple, hein. Vous vous rendez sur leur site, vous sélectionnez le dossier de demande pour une signature électronique valable pour les marchés publics. Vous remplissez. On va vous demander de l'imprimer et de joindre quelques justificatifs et de prendre rendez-vous à la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie la plus proche de chez vous, parce qu'en fait, lorsque vous commandez un certificat de signature électronique, on doit pouvoir vous identifier. Donc c'est vraiment la personne qui a le pouvoir d'engager la société, qui demande ce certificat en son nom et qui doit aller chercher ce certificat en main propre. On doit pouvoir vérifier son identité à l'instant T quand il va le chercher. Donc c'est vrai que l'avantage, c'est que des CCI, on a un petit peu partout, et et ces CCI sont un peu plus réactifs quand même que les tribunaux de commerce. Donc moi je trouve que c'est plus simple de passer par eux, mais enfin voilà, vous avez libre choix à vous. Lorsque vous aurez répondu à votre appel d'offres, bien sûr, vous serez impatient de savoir si vous êtes retenu ou pas, ce qui est normal. Donc sachez que l'acheteur public, il est tenu de communiquer à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette demande par courrier. Et les motifs doivent être suffisamment détaillés pour permettre au candidat de contester le rejet éventuellement. Donc logiquement, on vous dit, normalement, on vous envoie un courrier, hein, vous êtes retenu, vous n'êtes pas retenu, pourquoi, comment. Mais effectivement, si vous n'avez pas de réponse, vous pouvez tout à fait les contacter l'acheteur directement. Et donc l'acheteur doit communiquer au candidat dont l'offre a été écartée pour tout autre motif que caractère inapproprié, irrégulier ou inacceptable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord cadre. Donc logiquement, vous avez une notification d'attribution de marché. Après, si vous ne la recevez pas, vous pouvez tout à fait les consulter car ils sont diffusés en ligne. Je pense avoir fait un tour général, hein. On va vraiment aller dans le détail dans les modules qui vont suivre, hein, avec les 3 modules. On va détailler tout ça et puis on va surtout passer à l'action, parce que là, on va dire, c'est un peu plus, c'était un petit peu une présentation générale de la théorie. Bon, il y avait un peu plus de précision au niveau pratique, mais on a quand même survolé pour que vous ayez une idée globale avant de vous lancer vraiment dans le vif du sujet. Merci de votre attention et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.